Bonjour et bienvenue à cette première réunion d'information organisée par FIC Expertise. Le sujet qui sera abordé durant cette présentation est le prélèvement à la source à quelques semaines de sa mise en place officielle pour les employeurs et donc pour les salariés qui seront donc prélevés directement sur leur bulletin de paye à partir de janvier 2019. Alors, le sommaire de cette présentation comprend notamment une présentation générale avec les principes fondamentaux du PAS. Ensuite, nous aborderons les assiettes et les revenus concernés et l'impact du prélèvement à la source en DSN. Ensuite, nous verrons l'impact du PAS en paye avec la particularité sur les bulletins de paye, les obligations de l'employeur, les taux qui seront appliqués et qui seront applicables. Nous vous parlerons de l'année blanche et de ce que cela implique. Nous aborderons les cas particuliers, notamment les IJSS, les contrats courts, les apprentis et les stagiaires et les diverses questions qui pourraient encore exister. Et enfin, nous ferons un point sur le calendrier du prélèvement à la source. Alors, nous allons d'abord commencer par une petite présentation générale et je souhaitais juste rappeler que le prélèvement à la source a déjà existé en France entre 1939 et 1948, donc au démarrage de la guerre, puis un peu après, car les caisses de l'État étaient vides et que c'est le système qui avait été trouvé à l'époque pour pour générer une rentrée d'argent qui se faisait tous les 15 jours. Les salariés étaient donc prélevés déjà sur leur bulletin de paye par un système qui s'appelait à l'époque le stoppage à la source. Alors le système à l'époque fiscal était vraisemblablement moins compliqué qu'aujourd'hui, pas de niche fiscale, pas de particularité, pas de crédit d'impôt, pas de réduction d'impôt. Et donc cela semblait certainement un peu plus simple, mais après cette formation, je pense que vous comprendrez bien que le prélèvement à la source, finalement, va très bien se passer, notamment pour les salariés, et que le but étant de simplifier au maximum les traitements par l'employeur. Alors, les principes fondamentaux du PAS. Quels sont les objectifs de ce prélèvement à la source? Le but est de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt. Jusqu'ici, vous déclariez vos revenus sur l'année qui suivait avec le paiement de cet impôt en 2018, par exemple, sur les revenus 2017. Aujourd'hui, le but est de transformer l'impôt actuel en impôt contemporain, c'est-à-dire que sur les revenus 2019, vous paierez l'impôt de 2019. Alors attention, il faut quand même souligner que par rapport à cela, les règles de calcul de l'impôt n'ont pas été modifiées. Les règles fiscales restent les mêmes. Au niveau du foyer fiscal, pas de modification. Et donc, de ce fait, en tant qu'employeur, ce que vous déclariez sur les bulletins de paye de vos salariés et qui servait de base à l'impôt qui remontait à partir de vos déclarations annuelles ou mensuelles depuis la DSN au mois de décembre et qui s'incorporait aux déclarations de revenus de vos salariés reste la même. Les bases restent donc les mêmes. Alors, le principe du prélèvement à la source, les principes du prélèvement à la source. L'impôt sera prélevé directement sur la paye, sur le bulletin, pour que le salarié soit informé, via un taux de prélèvement établi et transmis par l'administration fiscale. Aucune autre information ne sera communiquée à l'employeur. Alors, ces deux choses sont capitales puisque cela signifie que l'employeur n'a pas d'action particulière à faire auprès de l'administration fiscale. C'est bien l'administration fiscale qui transmet à l'employeur les taux des salariés qu'il emploie. Ce qui signifie également, et que chaque employeur doit retenir, c'est que le salarié a comme seul interlocuteur l'administration fiscale. Donc, en tant qu'employeur, si vous avez une question de la part de votre salarié, il faut être pédagogue et lui dire que vous
n'avez pas la faculté de le renseigner sur les questions qu'il se pose par rapport à son taux, et ce sera certainement la majorité des questions qui seront soulevées, et que si un problème subsiste, ou une question ou une interrogation, l'interlocuteur à qui votre salarié doit s'adresser reste bien entendu l'administration fiscale. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement de situation du salarié? Eh bien, l'administration fiscale sera habilitée à recalculer le taux de prélèvement et de le transmettre à l'employeur, sous réserve que le salarié déclare son changement de situation dans les 60 jours qui suivent le changement en question, et l'administration doit recalculer un nouveau taux et le transmettre à l'entreprise pour que l'entreprise puisse l'appliquer au plus tard le 3e mois suivant la notification de la modification. Alors, ce qui sous-entend évidemment que si le salarié déclare au 59e jour son changement de situation, et que l'administration met 2 mois à nous le communiquer, eh bien l'impact se fera sur le bulletin de paye du 5e mois suivant l'événement. Alors on va penser tout particulièrement à la naissance d'un enfant, à un décès, à un mariage. Voilà ce qui pourrait modifier la situation fiscale d'un de vos salariés. Dernier petit point, l'employeur applique le nouveau taux dès sa transmission. Ce qui sous-entend que si votre salarié est allé voir l'administration fiscale, que l'administration fiscale lui a transmis un taux, et que votre salarié vient vous voir en vous disant maintenant il faut appliquer ce taux, vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas eu de remontée par le vecteur de la DSN, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas appliquer un taux qui n'est pas revenu dans votre système informatique. Un taux qui vous est communiqué ne peut pas être appliqué au niveau de la paie. Alors, le fonctionnement du prélèvement à la source pour les contribuables, eh bien, finalement, pas trop de changements à ce niveau. Au premier semestre, on continuera à faire une déclaration de revenus. À l'été, la DGFiP calculera le montant final de l'impôt, et il y aura donc une régularisation courant septembre, soit un complément d'impôt, soit un remboursement. Alors, quelle est l'assiette du prélèvement à la source? J'ai choisi de vous présenter les revenus concernés au niveau des salariés et assimilés salariés, puisque d'autres catégories existent, notamment concernant les revenus des dirigeants d'entreprise, les revenus fonciers, etc. Mais dans cette formation, nous avons choisi d'aborder uniquement les aspects salariés et donc employeurs. Alors, quels sont les revenus assimilés, les revenus concernés, pardon? Il y a donc les salaires, ce qui concerne toutes les entreprises employant du personnel, les pensions de retraite et d'invalidité, mais pour cette partie-là, ce sont bien les caisses de retraite ou les caisses de prévoyance qui déclareront les revenus versés auprès de la DGFiP, les indemnités journalières, et je les ai laissées puisqu'en fait l'employeur aura un rôle à jouer par rapport au versement des indemnités journalières, notamment en cas de subrogation. Et enfin, les allocations chômage qui seront, elles, pour leur part, déclarées par le Pôle emploi. Donc tous ces revenus sont soumis au prélèvement à la source et prélevés par le collecteur, qui est l'employeur. Alors le prélèvement à la source est la DSN. La transmission du prélèvement à la source va utiliser comme canal la DSN. Alors, on vous a mis une petite roue sur le côté qui vous montre comment ça va se passer. L'administration va transmettre le taux du prélèvement à la source à l'employeur via le canal DSN, directement au moyen de cet outil, et l'employeur va donc recevoir un taux qu'il va appliquer à la base, qui est donc le salaire net imposable. Et donc, il va rendre en fait à la DGFiP via la DSN un compte-rendu avec la base imposable, le taux appliqué et les sommes à reverser. Jusqu'ici, pas de complications. Alors, sur l'organisation interne et propre à l'entreprise, eh bien, comme chaque mois, vous allez préparer et calculer les bulletins de paye de vos salariés,
Votre DSN n'est pas modifié, c'est-à-dire que ce sera juste un bloc supplémentaire, donc une information supplémentaire qui sera incrémentée à la DSN classique que vous connaissez aujourd'hui et qui sera transmise au 5 ou au 15 aux différentes administrations en fonction de votre effectif. Donc le prélèvement à la source sera transmis à la DGFiP de manière mensuelle ou trimestrielle, si option possible pour le paiement trimestriel en cas d'effectif inférieur à 11. Pardon. Alors, les impacts du prélèvement à la source en paye. Le prélèvement à la source sur le bulletin de paye. Eh bien, l'administration a communiqué un modèle réglementaire de bulletin de paye à adopter à partir du 1er janvier 2019. Vous aurez un exemple sur la slide suivante. Ce qui est imposé aux employeurs, c'est d'indiquer l'assiette du prélèvement à la source, le taux appliqué, le montant prélevé, le net à payer avant prélèvement à la source et le net à verser après prélèvement à la source. Alors, une petite précision, le net à payer avant prélèvement à la source doit apparaître dans un caractère plus grand et en gras pour que le salarié ait bien conscience du net à payer avant prélèvement à la source. Et donc, ce modèle est imposé, c'est-à-dire que le fait que ce soit indiqué dans une police plus importante est réglementaire. Je vous ai indiqué également qu'une préfiguration était possible au cours du dernier trimestre 2018. Donc, en fonction de vos logiciels de paye, eh bien, il est possible de déjà montrer aux salariés à quoi ressemblera sa fiche de paye en janvier. Alors, évidemment, il n'y a pas de prélèvement, mais c'est juste une information avec le taux qui a été fourni par la DGFiP, la base et le montant qui sera prélevé, qui aurait été prélevé si le prélèvement à la source était déjà en œuvre. Alors cette préfiguration a un seul intérêt, c'est la pédagogie, c'est de préparer les salariés à ce changement au niveau de leur bulletin de paie. Alors voici un modèle de bulletin. Donc le bulletin classique que vous connaissez, qui est un bulletin clarifié sur le modèle présenté. Donc vous avez le salaire brut, les cotisations qui s'imputent, et voilà, donc en bas de fiche de paye, vous avez bien le net à payer avant impôt sur le revenu, qui est en gras et qui est dans une police plus importante. Ensuite, vous avez encadré l'impôt sur le revenu prélevé à la source. Alors j'ai barré préfiguration puisque pour l'instant nous n'avons pas de modèle sans préfiguration. Il s'agit là d'un modèle préfiguré. Mais en janvier 2019, ce mot préfiguration n'apparaîtra plus. Et dans le cas présent, vous avez un taux non personnalisé et compte tenu du salaire de ce salarié, eh bien le taux du barème, quand le taux n'est pas personnalisé, donc quand le taux n'est pas connu ou non communiqué, eh bien ce taux est à 0. Donc on voit bien qu'ici, dans le cas présent, l'impôt prélevé est de 0 et que le net à payer et donc ressort bien au même montant que le net à payer avant impôt. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur? Il y a 4 obligations pour les employeurs à compter de janvier 2019 concernant ce prélèvement à la source. L'employeur doit réceptionner chaque mois le taux transmis par la DGFiP via la DSN et le compte-rendu métier. Donc certains de vos logiciels intègrent directement le compte-rendu métier et permettent un traitement rapide. Parfois, sur certains autres logiciels, il faudra aller récupérer ces comptes-rendus métiers directement sur NetEntreprise pour pouvoir les intégrer dans vos logiciels de paye et que les calculs puissent se faire correctement. L'obligation numéro 2, c'est de calculer et de prélever le montant de l'impôt sur le salaire net imposable. Donc là, pareil, normalement, ce sont vos logiciels de paye qui permettent de calculer et de prélever l'impôt. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au démarrage de cette formation, c'est que le calcul de l'impôt et les règles fiscales concernant l'impôt n'ont pas été modifiées. Donc, ce que vous déclariez hier en net imposable et que le salarié reportait lui-même sur sa déclaration de revenus reste le même. Donc, vous pouvez toujours vérifier ces montants, évidemment, ce qu'on faisait annuellement au mois de décembre généralement.
pour sécuriser la déclaration que le salarié faisait auprès des impôts. L'obligation numéro 3, c'est de déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire de revenus. Alors ça sous-entend que dans votre DSN, vous transmettez ces montants à la DGFiP. Et ensuite, votre obligation numéro 4, qui découle des 3 précédentes, c'est de reverser au cours du mois suivant à la DGFiP les montants prélevés à vos salariés. Les échéances, on vous l'a indiqué tout à l'heure, restent les mêmes, le 5 ou le 15 en fonction de vos effectifs, et le versement est mensuel, sauf option au versement trimestriel pour les employeurs de moins de 11 salariés. Alors évidemment, quand il y a une obligation, des sanctions sont prévues. Ces sanctions ont pour but d'être dissuasives et inciter les employeurs à respecter la réglementation, d'autant que le prélèvement à la source est un sujet sensible puisque on va prélever de l'impôt sur le salaire du salarié et donc le net lui restant est inférieur à ce qu'il percevait avant. La démarche est donc différente puisque l'employeur va se retrouver à payer une dette du salarié auprès de l'État. Dans ces conditions, évidemment, les sanctions sont lourdes de manière à éviter que l'employeur puisse utiliser la collecte de l'impôt à des fins personnelles ou pour combler une trésorerie difficile à un instant. Donc on vous a remis dans ce tableau les différentes sanctions, sachant que notre ministre a d'ores et déjà annoncé que au cours de l'année 2019, les sanctions et les contrôles seraient faits plus à titre informatif que dans un but de sanction purement et simplement. Donc il y aura une certaine tolérance au cours de l'année 2019. Donc en cas d'omission ou d'inexactitude, la sanction est de 5% des sommes retenues qui auraient dû être déclarées. À chaque fois, on a une majoration en cas de manquement délibéré, qui est la sanction classique en matière de fiscalité, à savoir 40%. L'absence de dépôt dans les délais, donc un retard, classiquement, on est sur 10% avec un minimum de 250 € pour les retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées. Le retard de paiement est sanctionné par 5% du montant des retenues qui auraient dû être déclarées mais non reversées. Alors dans ce cas-là, ça peut vouloir dire que la déclaration a été faite mais que le versement ne s'est pas fait. Ça peut être une volonté délibérée de l'employeur ou simplement un problème bancaire. Et donc dans ces cas-là, la sanction est de 5%. Les intérêts de retard, qui vont représenter 0,2% par mois de retard sur les montants restants à payer. La rétention délibérée, et là, dans les deux cas qui vont suivre, donc rétention délibérée et rétention délibérée de plus d'un mois, on est sur des sanctions plus lourdes, à savoir 80% des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non reversées. Et une rétention délibérée de plus d'un mois est sanctionnée par 1 500 € et on est dans le cadre de sanctions pénales. Donc le but est d'éviter avec ces sanctions lourdes, ces deux dernières sanctions lourdes, que l'employeur collecte l'impôt mais ne le reverse pas au nom de ses salariés. Alors, les taux du prélèvement à la source. Quelles options en matière de taux ? Deux options, il y a soit le taux réel, soit le taux forfaitaire. Alors, le taux réel, c'est le taux du foyer, c'est le taux que chaque foyer fiscal a reçu courant du mois de septembre. C'est un taux moyen et global pour le foyer. Sur ce taux réel, pas de difficulté, avec juste une option possible, c'est que ce taux du foyer peut être individualisé par conjoint ou partenaire soumis à une imposition commune, ce qui sous-entend que soit on a un taux global sur le foyer et chaque membre du foyer sera imposé sur ce taux global, soit les membres du foyer ont choisi d'individualiser leur taux parce qu'ils ont des différences significatives au niveau de leurs revenus, et donc dans ces cas-là, ils pourront payer l'impôt à hauteur du poids
qu'il pèse sur le taux global du foyer. Dans la slide suivante, vous aurez un exemple qui sera certainement beaucoup plus parlant. Et ensuite, face à ce taux réel, vous avez le taux forfaitaire, qui est dit taux neutre, qui est une grille qui est fournie par les impôts en fonction des tranches de revenus. Donc, je vous ai pas remis ce tableau parce qu'il est assez lourd, mais il est disponible sur le site des impôts. Ce taux neutre va s'appliquer quand aucun taux n'est transmis, quand l'option du salarié a été de ne pas transmettre le taux à son employeur, eh bien l'employeur sera obligé et tenu d'appliquer le taux neutre par rapport à son revenu et à la grille officielle. Ce taux neutre pourra évidemment être utilisé pour les personnes à charge et rattachées à un foyer fiscal, et pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait de déclaration de revenus et qui n'ont donc pas de taux personnalisé. Alors ce taux neutre, eh bien, il va donner lieu à un prélèvement supplémentaire quand il est inférieur au prélèvement calculé par l'administration grâce au taux neutre. Donc il y a un recalcul qui va se faire chaque année en fonction de la déclaration de revenus. Et si ce taux neutre, par contre, est inférieur au taux, dans le cas de taux non transmis ou d'option du salarié, eh bien, si le taux prélevé par l'employeur est inférieur au taux réel qui aurait dû être appliqué, eh bien, il appartiendra au salarié qui, en connaissance de cause, devra aller faire une déclaration et un paiement complémentaire chaque mois sur le site des impôts sur son espace personnel. Alors, pour illustrer le taux réel et l'individualisation du taux, eh bien, je vous ai mis un exemple qui a été fourni par le ministère des Finances. C'est le cas d'un couple, Antoine et Mathilde, dont l'un a 35 ans et l'autre 40 ans. C'est un couple marié avec un salaire de 2 000 et 4 000 euros respectivement net par mois. Dans le cadre de cet exemple, eh bien, le taux du foyer est de 11,3%, mais Mathilde ayant un salaire plus élevé qu'Antoine, le taux de Mathilde individualisé est de 13,5% et le taux d'Antoine individualisé est de 6,9%. On voit bien que Mathilde a un poids plus important dans le taux du foyer que Antoine. Donc de deux choses l'une, soit ils ont choisi de ne pas individualiser leur taux, ce qui est le cas général, et donc sur leur fiche de paye de janvier, ils seront chacun prélevés à la source avec un taux à 11,3%. Soit Mathilde et Antoine ont choisi d'individualiser leur taux, et auquel cas, Mathilde sera pour elle prélevée à la source de 13,5% et Antoine de 6,9%. Alors, je voulais également vous parler du service Topaz, qui va permettre aux employeurs de connaître le taux de prélèvement à la source personnalisé d'un contribuable quand il va embaucher, et afin d'éviter de recourir au taux neutre. Le but d'éviter de recourir au taux neutre, c'est des régularisations pour le salarié par la suite, puisque pas de retour en arrière avec le prélèvement à la source. Donc pour éviter cela, l'administration a comme projet de mettre en place le service Topaz, qui sera utilisé, qui pourra être utilisé par les employeurs hors du rythme DSN. Donc il y aurait une interrogation possible en cours de mois, par exemple si on embauche le 10, de faire une demande à l'administration de communication du taux personnalisé. Il faut tout de même savoir que ce service Topaz est aujourd'hui sous forme de pilote, c'est-à-dire que uniquement les entreprises pilotes peuvent accéder à ce service, donc pas toutes les entreprises, et qu'il devrait être mis en production à partir de décembre 2018. Donc pour l'instant, pas d'autres informations sur ce service et son fonctionnement. Je conseille quand même aux employeurs d'utiliser le taux neutre au cas où Topaz ne fonctionnerait pas bien ou la communication serait tardive. De toute façon, l'application du taux neutre est obligatoire. Alors, 2018, année blanche. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on vous explique. En 2018, c'est l'année de transition.
Donc l'IR sera, alors en 2018, l'impôt sur le revenu sera payé sur les revenus 2017. Nous sommes quasiment à la fin de 2018, donc vous avez bien payé et chacun de vos salariés a payé l'impôt sur ses revenus de 2017. Et à compter de janvier 2019, l'impôt sur le revenu sera payé sur les revenus 2019. Donc quid des revenus 2018? Eh bien, l'impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels, et on insiste sur non exceptionnels, perçu en 2018 sera annulé par l'octroi d'un crédit d'impôt exceptionnel appelé CIMR, crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'en 2019, au moment de la déclaration de revenus, eh bien, le contribuable va déclarer ses revenus de 2018 et que ces revenus seront annulés quand ils ne sont pas exceptionnels par un montant de crédit d'impôt CIMR équivalent à l'impôt qui aurait dû être payé. Donc, on aura bien une traçabilité de l'impôt dû et annulé par un crédit d'impôt équivalent. Les réductions et les crédits d'impôt de 2018 ne sont pas perdus pour autant. Pour ceux à qui en 2018, l'État a décidé de faire une avance sur la base des crédits d'impôt déclarés en 2017 à hauteur de 60% de ces montants et une régularisation à l'été 2019 en fonction de la déclaration d'impôt, de la déclaration de revenus qui aura été faite au printemps 2019. Alors, on va ensuite passer aux revenus exceptionnels qui ne donnent pas lieu à crédit d'impôt, puisqu'en fait, le crédit d'impôt, le CIMR ne concernera que les revenus non exceptionnels. Et donc, quel type de revenus exceptionnels seront, eux, soumis à l'impôt sur le revenu en 2019 au titre de 2018? Eh bien, les indemnités de rupture de contrat pour leur fraction imposable uniquement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les règles fiscales ne changent pas. Donc ce qui était imposable au titre d'une rupture restera imposable et est considéré comme de l'exceptionnel, donc non éligible au CIMR. En revanche, les indemnités de fin de CDD ou de fin de mission, dites primes de précarité, ouvriront bien droit au CIMR. Ensuite, eh bien, il y a les indemnités de clientèle, de cessation d'activité et celles perçues en contrepartie des cessions de la valeur de clientèle, eh bien ça, non éligible au CIMR. Les indemnités, allocations et primes versées lors d'un changement de résidence ou de lieu de travail, considérées comme de l'exceptionnel, les sommes perçues au titre de la participation et de l'intéressement et non affectées à la réalisation de PEE ou PERCO ou retirées du PEE ou PERCO, eh bien, en dehors des cas de déblocage légaux, ne sont pas éligibles au CIMR. La monétisation des droits inscrits sur un compte épargne-temps dépassant 10 jours ne sont pas éligibles au CIMR. D'une manière générale, tout revenu de nature à ne pas être recueilli annuellement ne sera pas éligible au CIMR. Le but étant de dissuader les employeurs de mettre des primes importantes en 2018, sachant que ces primes ne seraient pas soumises à l'impôt. J'ai oublié les revenus dont l'échéance ne serait pas 2018 mais des années antérieures ou postérieures, donc des avances ou des régularisations ne seraient pas non plus éligibles au CIMR. Alors, tout ce qui est prime dite surérogatoire, donc c'est un mot barbare qui a été utilisé et repris par les services fiscaux, eh bien, toutes ces primes qui ne sont pas accordées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un mandat social ne sont pas éligibles au CIMR. Donc, dès lors que vous avez des primes exceptionnelles qui seraient versées au cours de l'année 2018, eh bien, elles ne sont pas considérées comme du revenu récurrent et donc feront l'objet d'une imposition distincte qui ne sera pas annulée par le crédit d'impôt à la modernisation du recouvrement. Il appartient aux salariés sur
sa déclaration de différencier ce qui est exceptionnel et ce qui ne l'est pas. Il n'appartient pas à l'employeur de qualifier les revenus versés en 2018. Pour autant, vous pouvez souhaiter aider vos salariés et les aiguiller en la matière, et donc un rescrit fiscal est possible. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur les primes et la nature des primes que vous avez versées en 2018, vous pouvez demander à l'administration, via la procédure classique de rescrit, si telle ou telle prime que vous avez versée est éligible au CIMR. Le but étant évidemment, à réception de la réponse des impôts, d'indiquer à vos collaborateurs ce qu'il est possible de déclarer en tant que revenu normal et en tant que revenu exceptionnel. Alors, j'ai souhaité vous mettre un petit exemple, même si c'est un peu particulier, pour vous montrer l'impact que peut avoir un revenu exceptionnel sur l'impôt à payer en 2019, le solde d'impôt à payer en 2019 au titre des revenus 2018. Donc on a pris un exemple de salaire net imposable à hauteur de 40 000 €, d'une prime de mobilité imposable à hauteur de 4 500 € et de dons à hauteur de 450 €. Alors, le calcul de l'impôt sur l'ensemble de ces revenus correspond à 6 365 €, donc l'impôt qui est dû est de ce montant. Les dons donnent un crédit d'impôt de 300 €, l'impôt net dû est donc de 6 065 €. Comment va se calculer le CIMR? Eh bien, le CIMR va être calculé sur la base du revenu, de l'impôt sur le revenu brut dû, qui sera multiplié, coefficienté finalement par le salaire net imposable hors prime divisé par le salaire net imposable prime incluse. Alors la multiplication que vous voyez, les 0,9 correspondent à l'abattement pour frais de 10%. Qui est applicable à chaque salarié s'il ne déclare pas des frais réels. Et donc vous voyez que en faisant ce calcul, le crédit d'impôt ressort à 5 721 et donc l'impôt dû par le salarié sera donc des 6 065, c'est-à-dire le revenu brut, enfin, l'impôt sur le revenu brut moins le crédit d'impôt lié au don, 6 065 moins les 5 721 € de CIMR. Il y aura donc 344 € à reverser au titre des revenus exceptionnels de 2018 en 2019. Ces 344 € étant liés à la prime de mobilité versée en cours d'année 2018 et qui, comme nous l'avons vu précédemment, fait partie des revenus exceptionnels et n'est pas éligible au CIMR. Alors, quelques cas particuliers, notamment sur les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées. Alors, quel est le traitement fiscal des indemnités de sécurité sociale? Alors, en maladie, les IJSS sont imposables à 100% et sont déclarés par la CPAM. Donc, pas de prélèvement à la source, sauf si subrogation dans la limite de 60 jours au niveau de l'employeur. Les affections de longue durée ne sont pas imposables, donc pas soumises au prélèvement à la source. Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont imposables à hauteur de 50%, déclarés par la caisse primaire d'assurance maladie, et donc non inclus dans la base du prélèvement à la source. Alors attention, c'est une petite subtilité parce que le reversement aura bien lieu, mais la déclaration, la base de prélèvement à la source reprise sera bien faite par la caisse primaire d'assurance maladie. La maternité est imposable à 100%, déclarée par la caisse primaire d'assurance maladie, et le prélèvement à la source, si il n'y a pas de subrogation, eh bien, sera effectué par la caisse primaire d'assurance maladie. Le montant à déclarer, sera déclaré par la caisse primaire d'assurance maladie.
Alors, même soumise au prélèvement à la source, l'employeur n'a pas à reporter les IJSS dans la rubrique rémunération nette fiscale de la DSN. Et c'est là où j'attire votre attention en tant qu'employeur ou en tant que gestionnaire de paye. Eh bien, cela signifie que l'employeur qui pratique la subrogation paiera bien au titre du prélèvement à la source de son salarié, paiera bien à la DGFiP l'impôt qui est dû sur ses IJSS sur une base calculée. Cependant, la rémunération nette fiscale au niveau de la DSN ne sera pas reprise puisque la base est déclarée en direct par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc c'est une petite subtilité, mais finalement la base déclarée ne correspondra pas à la base qui aura servi de calcul au prélèvement à la source. Alors, on vous a mis un petit exemple. Une paye maintenue en cas de maladie et IJSS subrogé, eh bien, alors c'est un peu compliqué, je vais vous résumer. Le net imposable, qui est celui classiquement calculé, donc la base du prélèvement à la source sera constituée du net imposable classiquement calculé, dont on vous rappelle les modalités dans cette formule un peu longue, et auquel on ajoute les indemnités nettes de sécurité sociale imposables. Donc dans notre exemple, une rémunération à 1 500 € net imposable et des IJSS net imposables de 300 € avec un taux communiqué à 5%, le prélèvement à la source sera de 1 800 fois 5%, soit 90 € d'impôt à payer. Ceci étant, la rémunération nette imposable qui sera indiquée dans le bulletin de paye sera bien de 1 500 et non des 1 800. Donc vous aurez bien une rémunération nette imposable indiquée à 1 500 € et une base de prélèvement à la source indiquée à 1 800 €. Au niveau des contrats courts, ils sont soumis au taux neutre avec un petit bémol, c'est que les contrats de moins de 2 mois, donc CDD ou intérimaire, on bénéficie d'un abattement égal à la moitié d'un SMIC net sur l'assiette du prélèvement à la source. Alors ce SMIC net sera communiqué par l'administration. En 2018, il est de 615 €. Donc vous pourrez utiliser cet abattement si vous utilisez un taux neutre, c'est-à-dire les contrats courts pour lesquels eh bien, vous n'avez pas de communication de taux par l'administration parce que c'est court et parce que vous n'avez pas eu le temps de le récupérer via le service Topaz, par exemple. Et donc, vous appliquerez à la rémunération nette fiscale, vous appliquerez à la rémunération nette fiscale cet abattement d'un demi-SMIC net. Cet abattement ne sera jamais proratisé, même en fonction de la durée du contrat. Je vous précise que la durée du contrat se décompte de date à date, c'est-à-dire que si un contrat court du 14 mars au 14 mai, il fait plus de 2 mois et donc il n'y a pas de bénéfice à l'abattement. Par contre, si le contrat court du 14 mars au 13 mai, eh bien, on peut appliquer l'abattement. Finalement, c'est la même notion qu'en droit social, c'est-à-dire qu'un contrat se fait de date à date et non pas du 14 au 14, mais bien du 14 au 13. La notion des 2 mois s'applique par contrat. Alors, on va vous donner un exemple de contrat court soumis au taux neutre. Un CDD de 15 jours avec une rémunération nette imposable de 1 000 €, la valeur forfaitaire d'un demi-SMIC correspondant à 615 €. Le montant imposable sera donc de 1 000 moins 615 €, soit 385 €. Le taux neutre est appliqué. Il correspond à 0% puisque le salaire, le net imposable est très faible et donc il n'y aura pas d'impôt à payer. Alors, on ne voit pas bien ma slide. Concernant la rémunération des apprentis et des stagiaires, eh bien, ils ne sont pas imposables dans la limite d'un SMIC annuel, soit 1 820 fois le SMIC horaire, correspondant sur une année à 17 982 €. Cette limite annuelle n'est pas proratisée et se calcule employeur par employeur.
Les rémunérations non imposables ne seront soumises au PAS que pour la fraction dépassant cette limite d'exonération. Donc, par exemple, pour un apprenti en novembre 2019, le cumul des salaires nets imposables est de 19 000 euros. Dans ce cas-là, la base imposable sera limitée à 19 000 moins les 17 982 euros d'exonération prévue. 1 018 euros sur l'année imposable. Si on utilise la grille du taux neutre, eh bien, compte tenu du faible montant, le taux neutre est de 0% et donc l'impôt à payer de 0%. Les cas divers. Alors, on va parler des saisies. Les saisies à arrêt sur salaire que vous connaissez parfois sur certains de vos salariés. Eh bien, à compter de 2019, le prélèvement à la source diminuera la quotité saisissable sur la rémunération du salarié. Donc la quotité saisissable sera sera calculée à partir du net à verser et non pas du net avant passe. Par contre, en ce qui concerne les ATD préexistants à la mise en place du prélèvement à la source, eh bien, ils viennent s'imputer sur le montant du revenu net versé de passe. On considère donc que sur les ATD anciens, en tout cas avant le 1er janvier 2019, le montant saisissable, la quotité saisissable, se calcule comme nous avions l'habitude de le faire sur le net à payer et non pas sur le net à payer après prélèvement à la source. Au niveau des incomptes, leur imputation se fera sur un salaire net après déduction du PAS, ce qui semble logique, mais parfois il faudra peut-être ajuster, notamment par rapport aux pratiques récurrentes d'acompte sur demande de vos salariés ou pour des raisons d'organisation. Alors, on va reprendre enfin le calendrier du PAS. Et donc les grandes étapes pour les contribuables salariés ou retraités, mais en l'occurrence ce qui nous intéresse, ce sont les salariés. Donc sur l'année 2018, au printemps, les contribuables ont fait leur déclaration de revenus 2017. Ils l'ont déclaré en ligne. Ils ont opté ou pas pour un taux individualisé. À l'été, il y a eu une mise à disposition, comme habituellement, des taux de prélèvement, enfin de l'avis d'impôt et des taux de prélèvement qui allaient être communiqués aux employeurs. Si vous avez opté pour un taux individualisé ou non personnalisé, vous pouviez le faire à partir de mi-juillet. Et donc à l'automne-hiver, l'administration fiscale a commencé l'envoi des taux pour que puisse démarrer la préfiguration sur les bulletins de paye à partir du 4e trimestre 2018. Alors, ce qui nous intéresse évidemment, puisque l'année 2018 touche à sa fin, c'est le calendrier sur 2019. Donc en janvier, application du prélèvement à la source. Le montant est déduit automatiquement et indiqué clairement sur la fiche de paye du salarié, comme nous l'avons vu dans la première partie. En avril jusqu'à juin, en fonction des départements, eh bien, il y aura une déclaration de revenus 2018 à faire. Et donc, éventuellement, si modification, eh bien, recalcul du taux de prélèvement applicable, qui sera cette fois-ci appliqué à partir de septembre, donc transmis aux employeurs au cours de l'été. Ensuite, eh bien, à partir de la rentrée, l'employeur sera amené à revalider les taux des salariés, les taux de prélèvement à la source des salariés, avec les modifications éventuelles à prendre en compte. Ceci étant dit, les taux communiqués n'auront pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire que si le taux d'un salarié était de 12% et passe à 10%, l'employeur aura dû appliquer jusqu'à communication du nouveau taux le taux précédent et utilisera le nouveau taux à partir de la date de communication et ne fera pas de régularisation sur les mois antérieurs. Tout se passera pour les régularisations entre l'administration fiscale et le contribuable. Voilà. Eh bien, cette formation est terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt.